Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter, vous représenter une personne qu'on ne présente plus, qui est notre chère Jyotishis, donc Justine, qui travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant. Et on voulait vous refaire un point sur c'est quoi le Jyotish, comment est-ce qu'on pratique le Jyotish ou comment on l'enseigne à l'école. Et surtout, sujet qui va énormément vous intéresser, quelles sont les influences planétaire du mois d'août et début septembre. Donc, c'est l'intérêt principal de cette vidéo. Donc, voilà, on est avec Justine pour refaire un point sur le Jyotish, l'astrologie védique, une science millénaire, et voir un petit peu quel est l'intérêt d'intégrer ça dans sa vie, quelles vont être les influences de ce mois, etc. Bonjour Justine, Bonjour Joyce, merci beaucoup de m'accueillir. comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Sous la chaleur d'un mois d'août assez torride, mais tout va bien. Alors, dis-nous, pour les novices, et puis même à rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Jyotish, mais au final, parfois on ne pense pas toujours à l'intégrer dans nos pratiques. C'est quoi le Jyotish? Alors le Jyotish, c'est la science de la lumière, si on veut vraiment traduire le mot sanskrit. Et donc c'est l'étude de l'influence des astres sur nous en tant qu'individus, mais aussi de l'influence des astres dans notre vie au quotidien. Alors, quel est l'intérêt? C'est dans un premier temps déjà de mieux se comprendre soi, mais également aussi de mieux comprendre les personnes que l'on accompagne. Quand on comprend où est placée telle ou telle planète, donc qui sont pas, on va pas dire que c'est les vraies planètes dans le ciel qui nous influencent, on va plutôt imaginer que ces planètes, ce sont des conceptualisations ou en tout cas des énergies, si on peut le voir plutôt de cette façon-là. Et comprendre comment ces planètes sont placées dans le système de l'astrologie, ça nous permet de comprendre nos tendances, donc à la fois nos qualités, mais aussi nos challenges, nos défauts, et éventuellement de mettre en place ce qu'on appelle des upayas ou des remèdes pour venir soit augmenter des qualités qu'on aimerait voir plus dans notre vie, soit au contraire apaiser des choses qui nous embêtent un petit peu plus. Alors ça, c'est génial ce que tu dis, parce que c'est la première fois que j'entends que, en fait, c'est pas vraiment des planètes au-dessus de nous, et que c'est plutôt des influences, c'est presque des influences intérieures et extérieures. Ça rend le Jyotish beaucoup plus concret et quelque part un peu moins naïf parce que des fois il y a cette vision naïve que la planète au-dessus de nous va avoir une influence, mais ça a l'air d'être beaucoup plus concret en fait dans ce que tu expliques. C'est ça, c'est beaucoup plus concret. Et puis on peut même rajouter que les planètes, en réalité, ce sont des dieux. Donc des dieux qui vont avoir des influences plus ou moins compliquées selon notre thème. Et l'idée, c'est d'un petit peu aller chercher ce dieu, qu'est-ce qu'il représente. Donc finalement, si on veut parler un peu métaphore, qu'est-ce que ce dieu représente dans sa nature extérieure et qu'est-ce qu'il représente en nous. Par exemple, Mercure, Bouddha, c'est le dieu de l'intellect, de la communication, de la transmission. Donc pour nous, en tant qu'individus, ça va être notre façon de communiquer, d'échanger, notre façon de gérer notre système nerveux. Comprendre en fait comment cette influence de Mercure, elle fonctionne en nous et à l'extérieur lors des transits, ça nous permet d'éviter de dire des bêtises ou en tout cas peut-être de faire plus attention quand c'est nécessaire ou au contraire des fois exprimer les choses qu'on n'aurait pas réussi à exprimer peut-être à d'autres périodes. Très intéressant. Du coup, c'est quoi l'intérêt pour toi du Jyotish pour une personne lambda? Donc, tu nous as parlé des remèdes. Ça veut dire comment est-ce qu'on les applique? Est-ce que tu as des exemples de remèdes, par exemple? Alors pour une personne lambda, du coup, c'est d'augmenter sa qualité de vie. L'objectif de l'astrologie, c'est de se dire que finalement, on a une forme de pouvoir créateur sur notre vie, dans la mesure où, certes, il peut nous arriver des choses, malheureusement, on n'a pas tout le contrôle sur ce qui peut nous arriver, mais déjà, on peut changer la perspective avec laquelle on interprète les événements qui nous sont proposés, et puis on peut faire en place des petites choses qui vont nous aider à la fois à pacifier, on va dire, les événements extérieurs, mais ça sert surtout en fait à pacifier notre perception des événements extérieurs. Donc un des remèdes principaux, c'est les mantras. Parce que les mantras, c'est ce qui permet de canaliser l'esprit, c'est l'instrument pour l'esprit. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi réaliser des pujas, donc des rituels pour du coup apaiser certaines planètes ou pour dégager certaines situations.
On pourrait également, vraiment les remèdes d'Iotish, on peut les étendre à beaucoup de choses. La pratique artistique, si on voudrait développer Vénus, la pratique des arts martiaux, si on souhaite reconnecter à un côté un peu plus guerrier, un peu plus feu. Donc tout va dépendre en fait de la planète en question et de ce que nous on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut plutôt un remède, on va dire, très hindou, très ésotérique, avec des mantras, des pratiques religieuses, ou au contraire, est-ce qu'on veut plutôt quelque chose peut-être d'un peu plus cartésien? Mais ça fonctionnera de la même façon sur des plans peut-être différents ici. Ouais, très intéressant. Et donc, on a ce pouvoir quand même un petit peu sur ce qui nous arrive ou d'essayer d'améliorer un peu les choses qui nous arrivent en ayant une action concrète, en fait, hein. C'est ça, exactement. De toute façon, l'action, c'est karma. Donc finalement, notre objectif, quand on subit, on va dire, un karma, on dit, ah, j'ai un mauvais karma, et l'objectif, c'est aussi d'être dans l'action détachée, première chose, et puis d'être dans l'action quand même. Mhm. Très intéressant. Et du coup, la question qu'on attend, c'est quoi les influences du mois d'août et de la rentrée selon le Jyotish, selon, voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors déjà, fin août, on va avoir une nouvelle lune. Alors les nouvelles lunes, c'est comme les pleines lunes, c'est des événements qui sont toujours assez importants parce qu'elles vont marquer le début ou la fin d'un cycle. Ici, en l'occurrence, la nouvelle lune, ça marque vraiment un renouveau, un nouveau cycle. Et cette nouvelle lune, elle va se dérouler dans le signe du lion et dans une constellation indienne qu'on appelle un nakshatra, qui s'appellera ici Maga. Et Maga, c'est une constellation qui est vraiment associée à l'ancestralité, à tout ce qui est de l'ordre de l'ancien, mais il y a aussi une notion de responsabilité, de comment est-ce que on a des liens peut-être familiaux ou des loyautés peut-être qu'on ne devrait pas avoir. Donc cette nouvelle lune, elle peut indiquer le fait peut-être de dépasser certains liens qui étaient plus d'actualité ou qui seront plus d'actualité peut-être pour la rentrée. Donc ça peut se dire, voilà, peut-être pour septembre, je vais faire un peu table rase de mes relations ou peut-être sans dire forcément table rase, mais peut-être venir rééquilibrer ce que je garde au contact avec telle ou telle personne. Ça peut être aussi une notion liée au pouvoir. Donc ça peut être vraiment une très bonne période pour mettre des choses en place. Le signe du lion, c'est associé au soleil, donc c'est vraiment une constellation qui a beaucoup de prestance. Donc si on avait envie de se lancer dans quelque chose pour cette fin août, début septembre, c'est vraiment une très très bonne période pour ça. Mhm. Parce qu'on peut vraiment s'autoriser à prendre sa place, mais pour prendre sa place, parfois il faut couper certaines choses. Et c'est ce qui peut du coup se manifester avec cette nouvelle lune. Et je trouve que c'est intéressant. Donc la nouvelle lune se déroulera le 22-23. Et le 26 août, donc quelques jours plus tard, on aura une célébration indienne très importante qui s'appelle Ganesh Chaturthi. Mhm. En gros, Tout à fait, hein, l'anniversaire de le Ganesh. festival de Ganesh, hein. Mm. C'est ça. Et Ganesh, bon, c'est quand même une divinité qui est super importante. Alors, il est à la fois celui qui place les obstacles, mais il est également celui qui les enlève. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il a vraiment cette notion de sagesse. Vraiment, quand on pense à Ganesh, on pense à la sagesse. Et on peut même visualiser ici un cerveau humain. Quand on regarde un cerveau humain, comment est-ce qu'il est formé? On a le devant qui est assez volumineux, puis derrière, on a comme une forme de rallongement qui arrive du coup jusque dans le haut du cou. Et ça peut faire penser un peu à une trompe. Et moi, j'aime beaucoup l'image d'associer Ganesh au visuel du cerveau. Mm. Finalement, Ganesh, c'est celui qui place et qui enlève les obstacles, parce que qui place les obstacles et qui les enlève, c'est souvent nous-mêmes. On se place nos propres obstacles et on Mm. enlève aussi les propres obstacles Mm. quand on a beaucoup d'efforts et de rigueur pour réellement affronter ce qu'on doit affronter. Et donc, ici, la célébration de Ganesh, ça peut vraiment être un super moment. Alors bien sûr, pour chanter des mantras à Ganesh, notamment le très facile Om Gam Ganapataye Namaha, qui peut se retrouver très facilement sur YouTube, mais aussi simplement pour visualiser son esprit et se dire, ok, à quel point est-ce que je me laisse peut-être contrôler par mon mental et comment est-ce que je peux du coup peut-être, avec l'aide de Ganesh, explorer peut-être des parties de mon mental que j'aurais peut-être mis un peu de côté pour finalement reprendre la souveraineté sur mon mental. Et je trouve que ce mot souveraineté résonne aussi assez bien avec la nouvelle lune dont je parlais tout à l'heure en lion. Le lion, c'est le roi de la savane, il est souverain dans son royaume. Et bien, c'est pareil avec Ganesh. Ici, on a envie d'être souveraine ou souverain de notre esprit. Donc,
En cette célébration du 26 août, moi, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'imaginer une petite souris, qui est la monture de Ganesh, en fait, la petite souris qui va aller à l'intérieur de votre esprit pour aller chercher un petit peu les zones d'ombre, les endroits où vous pensiez que vous auriez peut-être des croyances ou des façons de penser, des schémas de pensée qui seraient bloquants ou qui vous embêteraient et vous dire, OK, est-ce que ça, c'est pas un obstacle que je me suis placé ou qu'on a placé au fil du temps? Et comment est-ce que j'arrive du coup à m'en libérer? Et après, ça peut passer par différents rituels. Traditionnellement, ce sera des puja Ganesh, des mantras, mais vous pouvez aussi tout simplement faire un petit rituel avec un papier et un crayon et noter ceux que vous souhaitez libérer, par exemple. Hmm, super, très intéressant. Et encore une fois, c'est très pratique, hein, ce que tu nous donnes. Tu nous donnes les influences et en même temps ce que on peut faire. C'est génial. C'est l'objectif. On n'est pas des victimes, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se donner l'occasion d'utiliser ces mouvements planétaires comme des tremplins pour des changements, des introspections. Et ici, en plus, c'est intéressant parce que pour tout le mois d'août, on a Mercure qu'on retrouve dans le signe du Cancer. Alors Mercure, c'est la planète dont je vous parlais tout à l'heure, le Dieu, Bouddha, qui est associé à notre esprit, à la communication. Et cette planète, elle est donc dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau. Alors, Mercure, qui est une planète aérienne, parce quand on communique, on utilise le prana. Dans un signe d'eau, il nage un peu. On dit souvent que Mercure, il est muet dans un signe d'eau. Ce qui fait que on a un potentiel ici à finalement être plus dans l'introspection, à tourner le mental davantage vers l'introspectif plutôt que vers l'extérieur. On est dans l'eau, on va dire dans l'eau des émotions, donc c'est vraiment une très très bonne occasion de rentrer dans cette partie plutôt psychologique et introspective. Donc pour ceux qui font du Jyotish, on dira que l'Avasta, l'état de conscience de Mercure, c'est Shushupti. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent quelques petites notions assez fun de sanskrit et Hmm. avoir quelques petits glimpses de ce qu'on apprend en formation. Mais sinon, globalement, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on est sur un mois qui est plutôt introspectif, plutôt émotionnel, un peu moins clair, forcément au niveau du mental. Aussi parce qu'il fait très chaud, il faut être d'accord. Il faut aussi reconnaître que la chaleur, ça nous aide pas à y voir clair. Mais ça reste quand même du coup un très bon mois pour réfléchir à qu'est-ce qui nous nourrit émotionnellement. Très intéressant. Merci beaucoup. Et du coup, la nouveauté cette année, c'est qu'en fait, tu vas intervenir avec les premières années, donc qui veulent devenir thérapeutes en Ayurveda, terme qu'on nomme aujourd'hui praticien en médecine traditionnelle ayurvédique. Et dès leur première année, ben, ils ont la chance de t'avoir comme professeur pour avoir des bases. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu vas leur apprendre aux premières années? Alors déjà, il va y avoir une grosse partie culturelle et une grosse partie découverte. C'est-à-dire pourquoi le Jyotish, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et puis une grande partie de compréhension, quelles sont les planètes, les signes, les maisons, les nakshatras, donc les fameuses constellations indiennes. Donc là, ça va vraiment être la grosse découverte de beaucoup de concepts, mais qui vont pas simplement rester vagues et diffus. L'objectif, ça va être de mieux se comprendre soi. Donc tout au long du module 1, l'objectif, ça va être d'arriver à placer ces planètes dans les signes, dans les maisons et dans les nakshatras qui correspondent du coup à notre thème astral et de se dire, tiens, j'ai peut-être telle personnalité avec peut-être telle ou telle tendance, tel potentiel, tel challenge. Alors, bien sûr, on ne pourra pas faire une interprétation totale, c'est pour ça qu'on a fait une formation sur un an pour vraiment donner toutes les clés, mais le premier module déjà va permettre de comprendre un petit peu les enjeux, en tout cas les enjeux psychologiques que l'on peut lire au travers d'un thème jyotish. Et puis on va beaucoup aborder le thème des nakshatras, ces fameuses constellations indiennes. Et ça va vraiment être très intéressant pour les praticiens qui ont envie, et j'ai envie de dire même qui devraient, parce qu'en vérité c'est vraiment, ça marche vraiment très bien, c'est de sélectionner un jour auspicieux pour commencer un traitement ayurvédique. Parce Mhm. qu'en réalité, bah, on a tous une résonance particulière avec des jours. Par exemple, moi aujourd'hui, je peux dire c'est une super journée. Peut-être pour toi aussi, mais on a quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui va dire bah, moi c'est une journée catastrophique, il n'y a rien qui va. Bah, c'est normal parce qu'on va pas avoir la même résonance
au niveau de la journée. Et ça, on peut le traduire par les mouvements de la lune qui représente les émotions. Et en fonction du nakshatra dans lequel elle se trouve chaque jour, elle va venir être, on va dire, sympa avec nous ou on va dire un petit peu moins sympa. Et l'idée, quand on veut commencer un traitement ayurvédique, bah, c'est que la lune, elle soit dans un bon état. On va dire que le praticien, la personne qui reçoit le soin, mais aussi le praticien, soit dans de bons états émotionnels pour à la fois recevoir le soin mais aussi le donner. Donc pour moi, ça c'est un outil qui est indispensable parce qu'une grande partie de la réussite d'un traitement, c'est pas seulement les compétences que le praticien a, mais c'est également l'état émotionnel dans lequel on se trouve quand on le donne et également quand la personne le reçoit. Mhm. En tout cas, je pense que la sphère émotionnelle joue quand même un rôle assez important. Est-ce qu'on croit que le traitement va fonctionner ou non? Et finalement, cette interprétation, du coup, grâce au DOT, ça peut vraiment, en tout cas, mettre toutes les chances de notre côté pour donner le meilleur soin possible. Merci beaucoup. Euh, et au final, la question qui se pose, et c'est une des raisons pour laquelle en fait on a introduit le Jyotish à l'école, c'est que clairement le Jyotish est une science sœur comme le yoga, comme la méditation, comme beaucoup de choses. Et en fait, un praticien en Ayurveda, ça lui apporte quoi? Alors, tu as un petit peu répondu hein, en disant, ben, tiens, il faudrait mieux commencer un traitement tel jour. Mais voilà, est-ce que tu aurais d'autres précisions à nous donner sur ce sujet-là? Alors, si on va un petit peu plus loin, si par exemple on étudie sur la formation sur un an, on va voir toute la partie des upayas, comme on expliquait tout à l'heure, ces fameux remèdes astrologiques. Ces remèdes, ils peuvent être utiles parce qu'alors, en plus du soin physique, corporel, on va pouvoir inclure des soins plutôt psychologiques. Donc, attribuer un bon mantra, par exemple, pourquoi cette personne devrait chanter telle divinité, pour l'aider du coup à travailler, à maîtriser son inconscient ou ses émotions. Après, on aura également d'autres remèdes. Alors, ça peut être des petits rituels, aller donner du lait à tel animal ou de faire un acte de charité à telle personne, faire tel service, jeûner tel jour. En fait, tous ces petits actes que l'astrologue peut conseiller dans ses consultations, c'est aider la personne à se transformer pas uniquement physiquement, mais également mentalement, émotionnellement et presque aussi spirituellement. L'objectif, c'est du coup de pouvoir accompagner la personne dans un ensemble, dans sa globalité, pas Hmm. seulement sur le corps physique. Parce que on peut avoir le meilleur corps physique possible, avoir eu tous les meilleurs soins possibles, les meilleurs abhyanga, etc. Bah, si le mental y suit pas, et ben malheureusement, ça va être un serpent qui se mord la queue parce qu'on va retomber malade et on est reparti dans des boucles. Et donc du coup, l'astrologie ici peut vraiment nous aider à offrir une panoplie d'outils qu'on va pouvoir utiliser à notre guise en fonction des personnes que l'on accompagne. Hmm, c'est génial. Comme je le disais, moi j'apprendrais bien le Jyotish si j'arrivais à me dégager du temps, parce que effectivement, il faut rappeler que le Jyotish, c'est une science qui demande autant de temps et autant de connaissances que l'Ayurveda en fait, ou que d'être professeur de yoga, hein. Totalement. C'est une science. Moi, j'ai tendance à dire il faut 20 ans pour être un bon astrologue. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas pratiquer après un an de formation. Bien au contraire, vous êtes vraiment poussé à pratiquer tout le long de la formation. Mais l'idée, c'est de se dire que bah, c'est une science qu'on apprend à vie, simplement parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de textes à lire, il y a beaucoup d'informations, et aussi il y a beaucoup de pratiques, et c'est ça qui est très chouette. Et je pense que c'est comme avec l'Ayurveda, quand on fait ces pratiques, on n'étudie pas juste des textes, etc. En fait, on étudie le vivant. Donc on étudie chaque personne dans son individualité et Hmm. c'est pour ça qu'en fait on est des éternels étudiants. C'est qu'à chaque fois qu'on a une personne devant nous, on a une nouvelle personne avec des nouvelles configurations et probablement aussi des situations qu'on n'a jamais vues ou qu'on a vues mais peut-être différemment. Et donc du coup ici la situation elle change complètement. Et c'est ça qui est génial aussi avec ces pratiques, c'est qu'on s'ennuie jamais. Pour le coup, si vous aimez la nouveauté et que vous aimez apprendre tout le temps, avec le Jyotish et l'Ayurveda et le yoga, bon là c'est une vie et peut-être même plus d'apprentissage. Et puis rappelons-le, en fait, toutes ces connaissances amènent à avoir un réel impact sur la santé, sur des événements, etc. Et c'est vrai que dès qu'on commence à avoir cet impact, eh ben, ça donne encore plus envie et on voit que toutes ces sciences fonctionnent. Voilà, ça demande juste un peu d'études, de temps et de persistance parfois. Euh, et le Jyotish, donc, en fait clairement, clairement partie. Mm. Justine, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, on te retrouve cette année, en fait, en première année. On te retrouve toujours pour ben, ceux qui veulent faire juste le module d'introduction.
enfin le juste, c'est déjà 100 heures de formation hein, sur 3 mois, ou carrément se lancer sur une formation complète de Jyotish, donc qui est en 400 heures, qui est aussi tout à fait disponible. Et bien sûr, s'ils veulent des consultations avec toi, il me semble que tu en fais toujours. Oui, c'est bien ça. Donc on peut me retrouver sous le nom de Odia Sensoma, que ce soit sur Internet ou les réseaux sociaux pour prendre une consultation. Et puis même aussi simplement pour découvrir l'audiotige, pour ceux qui auraient encore du mal peut-être à conceptualiser, etc. J'ai une multitude de posts. Vous aurez de quoi vous nourrir un petit moment avant de vous lancer. Et en tout cas, ça vous donnera déjà une bonne perspective de ce que vous pourriez apprendre en formation. Super. Merci encore, Justine. Bah, écoute, très belle fin d'été. Ben, Dans merci. cette période vouée à l'introspection et bientôt au mantra à Ganesh. Et puis, bah, on te retrouve à la rentrée, notamment pour poursuivre les premières années. Avec grand plaisir. Merci à toi, Joyce. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.